Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV pour parler d'un sujet passionnant, le covoiturage. Les nouveaux usages, pourquoi pas, du covoiturage. C'est un secteur qui a bien résisté notamment à la crise sanitaire. 4 invités pour en parler avec nous, ils sont sur ce plateau. Olivier Binet, bonjour, vous êtes le président et cofondateur de Caros. Juste à côté de vous, Adrien Taon, directeur général de Blablacar Daily. Bonjour, merci d'être là. Julien Honard nous a rejoint également. Bonjour, vous êtes le président et fondateur de Klaxit. Bonjour. Et bonjour. Et Laurent Probst, qui est là, directeur général de Île-de-France Mobilité. Bonjour et merci. Merci d'être là, tous les quatre. Sujet passionnant, je le disais, et qui nous concerne tous au quotidien. On va même trouver des solutions, peut-être, pourquoi pas, pour désengorger les villes. Mais avant tout ça, Olivier Binet, est-ce que les trajets du quotidien ont souffert de cette crise sanitaire que l'on traverse encore, qui est peut-être en train de se terminer ou de se diluer, mais que l'on traverse et que l'on a traversé? Les trajets du quotidien ont chuté d'à peu près 90% en matière de covoiturage le premier jour du confinement courant mars 2020. Ça a duré pendant toute la durée de ce confinement, avec certaines populations type soignants qui continuaient de se déplacer, mais sinon tout le monde était à domicile. Donc bien sûr, il y a eu un impact énorme. Et puis graduellement, en tout cas nous on le constate sur les plateformes de covoiturage, les volumes sont en train de remonter. Et avec une accélération très forte, là c'est la très bonne nouvelle de ce mois de septembre, avec une accélération très forte sur les 3 premières semaines de septembre, où on voit des croissances d'à peu près 50% par semaine. Donc les choses sont en train de se renormaliser, on va dire, ce qui est une bonne nouvelle pour la mobilité durable et partagée. Absolument, et Julien Honard, même peut-être que cette crise sanitaire et ce redémarrage permet au covoiturage de donner des idées aux usagers d'utiliser, d'emprunter le covoiturage, d'utiliser le covoiturage. Oui, bien sûr, parce que quel est le meilleur moment pour changer ses habitudes que quand on a arrêté de se déplacer pour aller au travail. Oui. Et même, je dirais qu'avec un peu plus de jours de télétravail, en fait, les gens se posent beaucoup plus la question de comment ils vont y aller, du coup, puisque ça devient un événement un peu particulier pour aller au travail. Et donc, finalement, nous, en fait, notre principal concurrent, c'est le réflexe de prendre sa voiture tous les jours sans se poser de questions. À partir du moment où on se pose des questions, notamment combien elle me coûte, combien de temps je mets pour faire mon trajet, etc., en fait, nos solutions deviennent attractives. Ouais. Adrien Taon, l'actualité aussi, et notamment les limitations de vitesse, les nouvelles réglementations à Paris. On parlera évidemment aussi des autres villes dans toute la France, puisque vous interagissez aussi dans les régions pour certains. Mais ça aussi, ça peut être un accélérateur pour le covoiturage. Oui, je pense notamment aux 30 km/h en ville et puis oui, les autres restrictions. La manière dont on conçoit notre métier et le développement du covoiturage, c'est un peu 4 étapes. Ouais. La première, c'est que les gens connaissent des solutions. Je découvre Blablacar Daily ou une autre application. La deuxième, c'est je pense que je vais essayer, utiliser. Et on peut rester très longtemps dans cette phase-là. La troisième, c'est le passage à l'acte et puis après la rétention. Et le passage à l'acte, ça peut être des événements personnels. Je change de travail, je change de domicile, mon équilibre perso de télétravail change, ou des mesures un petit peu extérieures. Une nouvelle contrainte arrive qui peut devenir une opportunité pour questionner ses habitudes et s'ouvrir à d'autres pratiques. Donc, complètement. Laurent Probst, pour désengorger les villes, parce qu'on est là aussi, la pollution, évidemment, les embouteillages aussi, on va en parler. Est-ce que le covoiturage est la meilleure solution selon vous? Alors, Île-de-France Mobilité, oui. C'est l'autorité organisatrice pour la région des Île-de-France. Mobilités pour la région Île-de-France. Donc nous, on finance les trains, les métros, les bus, les tramways. Et donc effectivement, nous, on est plutôt orientés sur les transports en commun. Mais il nous a quand même apparu indispensable d'aider le covoiturage. Et donc c'est pour ça que depuis plus de 2 ans maintenant, on donne des subventions pour aider le covoiturage. On a un dispositif qui est tout nouveau, qui date de quelques mois et qui permet de subventionner le conducteur. Donc on a un conducteur aujourd'hui qui fait du covoiturage sur les plateformes, les 3 plateformes partenaires d'Île-de-France Mobilité, peut gagner jusqu'à 6 € par jour s'il a 2 passagers, 6 € par trajet. Donc, s'il a 2 passagers, donc un aller-retour, ça fait jusqu'à 12 € par jour. Et c'est quand même assez énorme comme avantage pour le conducteur. Et puis pour le passager, c'est gratuit s'il a le pass Navigo. Donc c'est quand même quelque chose qui est comme une vraie plus-value. Ouais. Et nous, chez Île-de-France Mobilité, alors plutôt que de dire on va
avoir un partenariat avec une seule plateforme. On s'est dit on va travailler avec toutes les plateformes parce que les 3 acteurs que nous avons ici sur le plateau ont chacun leur spécificité, chacun leur secteur de marché. Et donc on voulait vraiment que les 3 acteurs amènent leur connaissance du marché, leur plus-value pour justement améliorer ce covoiturage. Concurrence complémentaire en quelque sorte, mais complémentarité aussi donc avec les transports en commun. Est-ce que justement vous faites un maximum de choses pour qu'on utilise à la fois les transports en commun et le covoiturage? Est-ce que c'est un duo qui peut être un duo gagnant? Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, notre cible, c'est d'abord d'essayer de faire en sorte que les usagers de la route lâchent leur voiture et montent dans la voiture d'à côté. Gros challenge, hein. Ouais. C'est pas du tout évident. Bien sûr. Et puis aussi pour les usagers qui n'ont pas de solution de transport forcément ou pas de solution de transport fréquente, qui puissent utiliser la voiture qui passe et qui passe à vide. Donc pour nous, c'est un moyen effectivement complémentaire des transports en commun. On va aussi favoriser d'ailleurs les gens qui vont prendre une voiture en covoiturage pour aller dans une gare, parce qu'après c'est plus rapide. On développe aussi d'ailleurs avec les applications, ces transports multimodaux qui incluent le covoiturage. C'est quelque chose qui va être mis en service assez vite, on y travaille tous ensemble. Et effectivement, pour nous, c'est complémentaire des transports en commun. Et les embouteillages, Adrien Taron, tiens justement, est-ce que vous pensez que pour désengorger, pour éviter ces bouchons qui sont de plus en plus prégnants et de plus en plus insupportables aussi, il faut le dire, pour les usagers, et pas uniquement en Ile-de-France ou à Paris, mais en tout cas dans les villes, est-ce que le covoiturage, ce n'est pas finalement la meilleure solution? On le voit dans d'autres pays. Aux États-Unis notamment, il y a des choses qui sont mises en place pour arriver à alléger, à diluer la circulation. Tout à fait. Et il y a une statistique très intéressante qui est qu'en Ile-de-France, comme partout en France, le taux de remplissage moyen d'une voiture, c'est 1,1 personne dans la voiture. Ça veut dire quoi? Pour le visualiser, ça veut dire que vous êtes à un feu rouge, vous voyez 10 voitures, c'est long une file de 10 voitures, hein. Ça transporte 11 personnes. Si ce taux en moyenne passait à environ 1,7, le trafic deviendrait fluide en région parisienne. Donc c'est une grosse augmentation de 1,1 à 1,7. Cependant, ça donne que ce n'est pas non plus irréaliste d'aller vers ça, et donc c'est un impact très très direct. Et la congestion, les bouchons peuvent aussi être une motivation pour que des gens passent à l'acte sur du covoiturage, ne plus être tout seul dans sa voiture, mais partager une discussion à un moment. Et au fur et à mesure, ça viendra désengorger de cette manière. Évidemment. Olivier Binet, comment faites-vous pour développer, pour inciter au covoiturage? Il y a plusieurs types d'incitations pour faire du covoiturage. Quand on va chercher des autosolistes, des gens qui sont seuls dans leur voiture, en général, on parle du prix de l'automobile, du coût de l'automobile. Quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, ce coût de l'automobile commence à devenir vraiment très élevé. Grâce aussi au soutien des collectivités locales comme Île-de-France Mobilité, on vient avec un certain nombre de packages incitatifs qui font que, notamment quand on est passager, on paye un ticket de covoiturage qui est extrêmement faible, voire même gratuit, comme ça a été évoqué quand on a un forfait de transport. Et donc en faisant ça, on fait des économies très significatives sur son budget automobile. En général, plus de 100 € par mois, net d'impôts, net de charges, ce qui représente l'équivalent, pourquoi pas, d'un 13e mois ou d'un demi-13e mois pour des gens qui sont au SMIC. Donc c'est ça qui est très, très puissant comme moteur. Et puis ensuite, on travaille tous sur des technologies et des outils qui font que le covoiturage, c'est plus le covoiturage qu'on imaginait il y a quelques années. Les fameuses applications. Où on va être obligé de covoiturer tous les deux, tous les matins, tous les soirs. Vous allez être dans ma voiture. À la fin, vous n'allez plus me supporter parce qu'on va être tous les jours ensemble. Oui. Hein, n'est-ce pas? Et puis absolument, surtout, je vous comprends. Et puis à 17h, quand je vais vous dire finalement, je ne peux pas vous raccompagner, vous allez avoir un gros problème. Donc il faut essayer de faire exploser tout ça, c'est lever ses freins. Et la manière avec laquelle on le fait, c'est avec des technologies qui permettent en gros de vous mettre automatiquement en relation avec tous les gens qui peuvent faire un covoiturage avec vous ce soir, ce qui vous permet de covoiturer avec des personnes différentes en fonction des jours et en fonction de vos horaires, un petit peu comme quand on monte dans un des RER. Je ne suis pas obligé de monter tous les jours dans le même RER d'Île-de-France Mobilité. Et croiser les mêmes personnes qui prennent le même train ou exactement donc le même lever horaires. les contraintes et incitations, notamment financières, il y en a d'autres, mais la plus importante reste financière. Julien Honard, vous êtes sur le même principe, le même modèle? Oui, clairement. La formule magique du covoiturage quotidien, aujourd'hui, elle passe par l'incitation financière. La loi d'orientation des mobilités, s'y est pas trompé, elle a été votée fin 2019. Et en fait, elle applique les recettes qui ont fonctionné pour développer le transport public
au covoiturage courte distance. Il y a 2 leviers principaux. Le premier, c'est un financement via les entreprises, c'est le forfait mobilité durable qui permet à hauteur de 600 € désormais, si on cumule avec les transports en commun, ou 500, de rembourser du covoiturage mais aussi de l'autopartage, d'autres modes doux exonérés de charges, comme c'est le cas sur le transport en commun. Et puis deuxième levier là, qui est encore plus puissant, c'est du côté des collectivités. Elles peuvent subventionner les trajets en covoiturage, comme elles le font pour le transport public, qui est massivement subventionné, de 60 à 80% selon les agglomérations. Et c'est en fait cette combinaison tarifaire qui fait que l'automobiliste trouve son intérêt à covoiturer. Si vous lui dites c'est 2 € le trajet en covoiturage, il va vous dire mais moi c'est l'essence que je mets dans ma propre voiture, je ne vois pas l'intérêt je vais rester conducteur, je ne vois pas l'intérêt de devenir passager. Maintenant si vous lui dites c'est gratuit pour toi d'aller au travail en covoiturage, si tu deviens passager, là il voit son intérêt et on équilibre entre passagers et conducteurs. Mais pour ça, on a besoin des collectivités locales et donc notamment l'Île-de-France Mobilité et de beaucoup d'autres en France qui désormais subventionnent les trajets pour développer massivement la pratique, puisque en fait on est comme un transport public mais avec de petites tailles, avec des plus petits modules de 4 places. Est-ce que c'est le même principe que vous avez mis en place, notamment à Vitré, c'est ça, en Bretagne? Est-ce que ça, vous, dans la région de Troyes également, dans l'Aube, est-ce que c'est exactement le même principe que pour la région Île-de-France, ou est-ce que la région Île-de-France et Paris aussi sont des régions, des secteurs spécifiques? Alors, Île-de-France Mobilité a démarré très tôt, dès octobre 2017, sur ce format, donc était précurseur par rapport à la LOM. Et ensuite, alors on parlait du Covid tout à l'heure, ça a effondré l'usage. Par contre, c'était au moment du vote de la LOM. Donc nous, on a signé 20 nouvelles collectivités en France. Et quand on est sur des plus petites collectivités, on est plutôt tout seul en tant qu'opérateur, puisque pour créer une masse critique d'utilisateurs, vaut mieux que les gens soient sur la même plateforme. Donc c'est le cas à Vitré, c'est le cas à Montpellier, à Angers, à Metz, Mulhouse, beaucoup de villes qu'on a lancées entre 2020 et 2021. Petit mot pour Binet, aussi sur le fait que le fameux subventionnement qu'on évoque, mettons 2 € sur un trajet, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour la collectivité également. C'est-à-dire que ça lui permet de créer une forme de réseau de transport public à un coût qui est bien inférieur à celui de mettre en place des lignes de bus ou ce qu'on appelle du transport à la demande, c'est-à-dire en gros des chauffeurs privés de navettes qui viennent chercher quelques personnes, qui dans les secteurs les moins denses, en Ile-de-France, on va dire, en grande couronne notamment, sont assez sous critique et posent problème pour le denier public. Ouais. Donc finalement, on voit que la boucle est bouclée, entre guillemets, dans l'intérêt bien compris des utilisateurs, mais aussi de la collectivité qui vient apporter un service supplémentaire pour un coût peut-être pas dérisoire, mais franchement très faible par rapport au bus ou au transport à la demande notamment. Un service supplémentaire pour les collectivités, donc avec les véhicules des usagers. En quelque sorte, c'est ça, Laurent Probst? Alors, je serais un peu moins optimiste que mes collègues, mais bon, c'est bien qu'on ait un peu de contradiction. Ça, c'est l'objectif, de dire effectivement, on va réussir à avoir assez de conducteurs pour pouvoir offrir une voiture toutes les 2 minutes. Enfin, je caricature, mais c'est ça. Bon, aujourd'hui, on en est encore très loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a sur l'application Île-de-France Mobilité, vous pouvez chercher un itinéraire et s'il y a un itinéraire qui existe sur les 3 plateformes, l'une des 3 plateformes, l'application Île-de-France Mobilité va l'afficher. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore au moment où je cherche un itinéraire et j'ai un trajet en covoiturage qui correspond à mon itinéraire. Et donc je pense que le vrai défi aujourd'hui, c'est qu'effectivement les gens ont changé, peuvent être amenés à changer leurs usages de transport, parce qu'ils vont reprendre progressivement les usages. Et je pense que là, le vrai défi, c'est il ne faut pas qu'ils soient déçus par le covoiturage. Et donc, il faut vraiment qu'ils puissent trouver des trajets. Et donc, il faut absolument qu'on recrute des conducteurs, que vous recrutiez des conducteurs, parce que c'est vous qui allez le faire, pour qu'on puisse dire, voilà, on arrive à la masse critique pour fournir effectivement cet idéal qui est de dire, peut-être pas tout le train, mais je peux ouvrir la porte d'une voiture toutes les 10 ou 15 minutes quand je suis dans un patelin quelque part en Ile-de-France et que je veux aller ailleurs. Ouais. Adrien Théron, à quel moment Blablacar a dit le covoiturage, en l'occurrence, puisqu'on connaît les trajets longs pour partir en vacances par exemple, et le covoiturage, notamment sur ces trajets du quotidien, à quel moment Blablacar a décidé de s'engager qu'est-ce qui a décidé Blablacar de s'engager? Ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début de Blablacar, en fait, il y avait déjà un travail sur du covoiturage domicile-travail. Les toutes premières années, ça a servi un petit peu à faire connaître un petit peu ce service et à lancer, mais ça ne marchait pas à l'époque. Ça ne marchait pas à l'époque pour plusieurs raisons. Une raison un peu technologique, il faut des outils de mise en relation et de
téléphone, smartphone pour pouvoir accompagner l'usage qui n'était pas prêt, des raisons de financement qui ont déjà été évoquées ici. Et là, ce qui s'est passé, et on a lancé du coup en 2018 un Blablacar Daily qui est donc spécialisé sur le domicile travail, c'est qu'on voyait un faisceau de signaux qui arrivait dans la bonne direction, à savoir la technologie était mature, le covoiturage en France était assez connu comme concept pour qu'on puisse facilement en parler et que les gens ne nous regardent pas comme des aliens, et il y avait des faisceaux économiques à la fois du côté collectivité et du côté entreprise qui commençaient à être prêts à mettre la main à la poche pour aider l'usage. Donc on s'est dit que c'était le moment où on allait pouvoir vraiment voir émerger un vrai usage. C'est ce qu'on a vu juste avant la crise sanitaire, en fait. 2019 a été un vrai démarrage, une pause qui a suivi, puis maintenant on est à septembre 2021 sur les mêmes bases que pré-crise. Donc on a l'impression d'avoir quand même fait un cycle et de repartir positivement. Donc c'est cet alignement entre technologie et financement qui nous disait c'est le bon moment pour y aller en fait. Et avec la même philosophie que pour les trajets longs, chez vous, ça s'est adapté ou vous avez dû créer une autre dimension pour les trajets courts du quotidien? Exactement, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est une application séparée. Vous avez deux applications, une pour les trajets longs, une pour les trajets domicile-travail. Mais le modèle? Le modèle est quand même assez différent dans l'usage, puisque la fréquence va être très différente. Un trajet long, vous allez en faire avec Blablacar 3, 4, 5 dans l'année. Du covoiturage courte distance, nos usagers en font entre 5 et 30 par mois à peu près. Ça veut dire que vous allez plus fréquemment voir les mêmes personnes, même si vous pouvez changer de conducteur, de passager fréquemment, mais vous allez avoir une espèce de routine qui s'enchaîne. Ouais. Et donc l'usage est très très différent. Le financement aussi, le modèle économique est très différent, donc c'est assez séparé, même si Blablacar vient quand même nourrir la communauté et nous permet de faire connaître ce service auprès des usagers Blablacar longue distance. Olivier Binet, la population, la densité de la population, des usagers potentiels, est-ce que vous avez pu l'évaluer? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'on peut la quantifier? On a démarré dans des zones où il y avait une densité de population relativement importante, même si encore une fois notre métier c'est de travailler autour de la périurbanité, voire de la ruralité. Et puis au fil des expérimentations qui se sont succédées, certaines avec des échecs bien sûr, dont on a appris, et puis heureusement beaucoup de succès, on a commencé à être capable de générer des covoiturages de manière significative, même dans des zones relativement peu densément peuplées. Vous avez évoqué certains exemples tout à l'heure. Je peux vous parler de Flers, par exemple, qui est une agglomération, une intercommunalité de 60 000 habitants, avec une densité de mémoire de 50 à 60 habitants au kilomètre carré, et où on réalise plusieurs centaines de covoiturages chaque semaine, sans aucun souci. Donc on voit qu'on est capable, grâce à la technologie qu'on évoquait tout à l'heure, de générer cette masse critique qui fait que les gens commencent à covoiturer avec un minimum de fluidité et de flexibilité. Ouais. C'est entré dans les mœurs, en fait. C'est entré dans les mœurs. Pas uniquement en région Île-de-France ou à Paris. On a, c'est vrai, toujours cette idée de la capitale de la région Île-de-France et d'un trafic sans commune mesure, mais en effet, ça existe aussi sur tout l'Hexagone. C'est vrai, et puis les employeurs, et ça c'est une grande nouveauté aussi depuis quelques temps, mais je trouve que la rentrée de septembre est assez exceptionnelle à ce niveau-là, c'est très prometteur, probablement à cause du forfait mobilité durable qui commence vraiment à être dans la tête des DRH, mais on s'aperçoit que beaucoup d'employeurs aujourd'hui sont en train de déployer des solutions de covoiturage. À la fois en Ile-de-France, par exemple l'aéroport de Paris en ce qui nous concerne en Ile-de-France, à la fois à Orly et à Roissy. Donc voilà, il y a quand même des gros porteurs de salariés qui aujourd'hui sont en train de pousser très fortement pour développer du covoiturage domicile-travail. Laurent Probst, on a bien compris, on cherche des solutions pour désengorger, pour améliorer les conditions de circulation, la pollution aussi, ne l'oublions pas, c'est important. Est-ce que vous avez l'impression que les solutions de covoiturage sont des concurrentes directes des VTC et des taxis, qui sont aussi d'autres options pour circuler, en ville notamment? Alors, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que les gens qui utilisent un taxi ou un VTC, ils ont besoin d'avoir un transport vraiment de porte à porte, tout de suite. Alors que la démarche du covoiturage, c'est autre chose. C'est je suis prêt à me déplacer un petit peu pour aller chercher la voiture, je suis prêt à attendre un petit peu, à recaler mes attentes. Donc je pense que c'est pas le même prix. Voilà, c'est plus économique. Voilà, c'est beaucoup plus économique. Donc je suis prêt à à perdre un petit peu de temps pour aller chercher ce covoiturage. Ouais. Donc, je ne pense vraiment pas que ce soit concurrent. Et encore une fois, je ne pense pas non plus que ce soit concurrent des transports en commun. Et je crois que l'exemple de Flers est un bon exemple. C'est que naturellement, l'objectif ultime, c'est d'avoir du désengorgement des autoroutes. Mais déjà, ça peut fournir une solution de transport assez vite sur des coins, des endroits où il n'y a pas de solution. Déjà, ça, c'est une victoire.
Est-ce que le covoiturage est Julien Onard, une philosophie aujourd'hui? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un esprit covoiturage pour accepter de partager son véhicule avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, il faut avoir envie d'écouter la même radio, la même musique, faut avoir des goûts. Enfin, voilà, vous voyez, je veux dire, non mais c'est une vraie réflexion qui peut rebuter un petit peu au départ pour franchir le cap du covoiturage. Oui, et au contraire, ça peut en tenter pas mal, parce que tout seul dans sa voiture tous les jours, il y en a qui aiment bien leurs émissions, il y en a qui s'embêtent un peu. Il y en a qui aiment bien leur tranquillité aussi quand même. Oui. Vous voyez ? Mais je ne pense pas que ça soit le principal facteur limitant. C'est-à-dire que bien sûr, on ne convertira pas tout le monde à l'économie du partage et au covoiturage. Par contre, on est loin d'avoir convaincu tous ceux qui auraient envie de le faire. Aujourd'hui, la problématique, c'est faire connaître nos services et c'est obtenir des financements des collectivités locales, puisqu'encore une fois, sans leur financement, il n'y a pas d'intérêt économique à covoiturer. Donc c'est vraiment ça le facteur limitant, moins que l'aspect psychologique. Et d'ailleurs, on a des super histoires de covoitureurs, de rencontres, d'opportunités professionnelles. Voilà, donc, oui, on peut rencontrer des gens, trouver du travail, trouver son âme sœur peut-être aussi. Évidemment, c'est des interactions sociales. Mais vos applications, je le précise, et notamment toutes les entreprises de covoiturage ne sont pas des entreprises de dating non plus. Hein. C'est pas le but. Hein. Non, mais pour autant, quand on demande à nos utilisateurs sur la communauté Carrosse pourquoi ils aiment Carrosse, ils vous disent très rarement parce que je paye plus mon essence. Ils vous disent parce que je paye plus mon essence, mais surtout parce que je me suis fait des amis. Donc et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui peut faire de tout ce qu'on fait tous autour de la table un phénomène de société, c'est que en fait c'est une forme de réseau social dans la vraie vie et c'est ça qui est un peu addictif. Je me suis déjà fait 1, 2, 3, 4 copains. Mais en fait, pourquoi pas d'autres? Il y a probablement plein de gens sympas qui peuvent partager mon trajet avec moi. C'est une communauté, Adrien Theron, c'est ça. Pour élaborer là-dessus, on a des choses assez intéressantes quand même. On a découvert, nous, sur Blablacar Daily, qu'il y avait des groupes de gens qui se retrouvaient pour fêter Noël ensemble, en fait. À Toulouse, on avait une espèce de blabla family qui nous a écrit en mode « Mais est-ce qu'on pourrait avoir des sacs, quelque chose? Venez nous voir. » D'accord, vous êtes qui? En fait, on s'est fait un groupe WhatsApp à beaucoup. Hyper intéressant. Et dans ce qui vient d'être dit, on a des exemples assez intéressants. C'est une communauté. On a des chiffres qui nous disent que la moitié des usagers du covoiturage ont déjà changé d'avis sur un sujet suite à un covoiturage, suite à une discussion en covoiturage. Et une autre qui est plus anecdotique, mais quand même assez révélatrice. Presque un covoitureur sur 5 déclare avoir dit en covoiturage quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Donc il y a un côté social et intéressant qui est vraiment très très fort. Et sur le domicile travail spécifiquement, qui sert un peu de sas de décompression entre le moment du travail et le retour à la maison, qui permet d'échanger, d'être plus relax. Et donc ce que vient de dire Olivier, c'est que les gens souvent se mettent au covoiturage pour des raisons économiques, mais ils restent parce que c'est sympa et pour des raisons écologiques et sociales en fait. Et il y a presque un rapport psychanalytique, si on se confie, si on dit des choses qu'on n'a jamais dit dans la voiture pendant le covoiturage. Vous n'avez plus qu'à essayer. Ben, je vais essayer maintenant, tout de suite, là, après l'émission. Je salue tout le monde et puis c'est parti, covoiturage, on y va directement. Merci en tout cas à tous les quatre, c'était un sujet très intéressant, comme à chaque fois. On se retrouve très prochainement sur le plateau de Mobility TV. À très bientôt.